Chaque année, au mois de février, nous célébrons l'amour, ou plutôt, une image de l'amour. Des fleurs, des cadeaux, des attentions symboliques. Mais cette fête que nous appelons la Saint-Valentin n'est pas née pour célébrer le bonheur amoureux. Elle est née dans un monde où aimer engageait le corps, la loi, la cité et parfois la mort. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est ni une dénonciation, ni une nostalgie. C'est un retour aux origines, pour comprendre ce que cette fête disait autrefois de l'amour et ce que nous avons cessé de lui demander. Février n'a jamais été un mois joyeux. Dans le calendrier romain archaïque, février est le dernier mois de l'année. Son nom vient du verbe februar, purifier. Février est le mois où l'on nettoie ce qui reste, où l'on ferme les cycles, où l'on prépare ce qui doit survivre. Dans les sociétés anciennes, le temps n'est pas abstrait. Il est organique. Chaque période appelle des gestes précis. Et lorsqu'une société arrive à un seuil, elle accomplit des rites. À Rome, aimer n'est pas privé. La fécondité est une question politique. Vers le 15 février ont lieu les Lupercales, célébrés près du Palatin, dans la grotte mythique du Lupercal. Les sources antiques, notamment Plutarque, décrivent un rituel déroutant. Sacrifice de chèvres, prêtres courant presque nus, femmes frappées symboliquement par des lanières de peau animale pour favoriser la fécondité. Ce rite choque aujourd'hui. Mais il a une fonction précise, il ne s'agit pas de désir, il s'agit de survie. La cité doit continuer, les corps doivent transmettre. L'amour, ici, n'est pas célébré, il est mobilisé. Rome ne chante pas l'amour, elle l'emploie. Lorsque le christianisme s'implante durablement à Rome, il adopte une stratégie constante, ne pas supprimer les rythmes symboliques, mais les reconfigurer. Même période de l'année, même calendrier, mais un autre centre de gravité, c'est dans ce contexte qu'apparaît la figure de Saint Valentin. Ou plutôt, des Valentins. Les sources sont rares, tardives, hagiographiques, mais un noyau de sens persiste. Valentin est associé au mariage, à la bénédiction des couples, à la désobéissance. Selon la tradition, Valentin unit des couples chrétiens malgré les restrictions impériales. Qu'elles aient été strictes ou symboliques importe moins que ce que les premiers chrétiens en comprennent. Le mariage chrétien n'est pas un arrangement social, c'est une alliance sacrée et donc une limite posée au pouvoir politique. Aimer, ici, ce n'est pas ressentir, c'est s'engager publiquement devant Dieu, au risque de sa sécurité. Le martyre de Valentin inscrit l'amour dans une logique radicale. Ce qui est sacré est ce pourquoi l'on accepte de perdre sa vie. Au 5e siècle, l'Église fixe la fête de Saint-Valentin au 14 février. Ce choix n'est pas anodin. On ne supprime pas février, on le redirige. La fécondité n'est plus magique, elle devient morale. Le couple n'est plus un fait biologique, il devient une cellule spirituelle et sociale. Des siècles passent. Au XIVe siècle, un poète anglais, Geoffrey Chaucer, écrit que les oiseaux choisissent leurs compagnons le jour de la Saint-Valentin. C'est une invention poétique, mais elle s'inscrit dans un monde où l'amour reste. Discipliné, hiérarchisé, soumis au temps long. Il existe un moment très précis où la Saint-Valentin cesse d'être un rite abstrait et devient un événement vécu. Nous sommes en 1415. À la bataille d'Azincourt, un jeune prince français est fait prisonnier par les Anglais. Il s'appelle Charles d'Orléans. Il a 21 ans. Il est poète. Et il passera 25 ans de sa vie en captivité, notamment à la Tour de Londres. C'est là, en prison, loin de sa femme, loin de son pays, dans un temps suspendu, qu'il écrit l'un des premiers poèmes explicitement liés à la Saint-Valentin. « Je suis déjà las de l'amour, ma très douce Valentinée. » Ici, la Saint-Valentin n'est pas une fête joyeuse. Elle devient le jour où l'absence est nommée. Aimer, ce n'est plus posséder. C'est tenir dans l'attente. À la fin du XIVe siècle, la Saint-Valentin entre dans l'histoire par la cour d'Angleterre. Nous sommes sous le règne de Richard II, roi lettré, mystique, profondément attaché à l'idée que le monde doit être harmonieux, comme un poème bien réglé.
Vers 1382, un texte décisif est composé à sa cour, Parlement of Fools de Geoffrey Chaucer. Dans ce poème, Chaucer écrit que le jour de la Saint-Valentin, les oiseaux se rassemblent pour choisir leurs compagnons. Ce n'est pas un détail poétique, c'est la première association explicite, attestée par une source écrite, entre le 14 février et le choix amoureux. Mais ce choix n'est ni passionnel, ni anarchique. Chez Richard II, l'amour est ordonné, hiérarchisé, soumis au bien commun. Dans le poème, chaque oiseau parle selon son rang. La nature elle-même reflète la société idéale. La Saint-Valentin devient ainsi une métaphore politique. Si les cœurs sont bien accordés, le royaume l'est aussi. Sous Richard II, la Saint-Valentin n'est donc pas une fête populaire, mais un rituel de cour, un moment où l'amour sert à penser l'ordre du monde. Quelques décennies plus tard, changement radical de ton. Voici Henri V, le vainqueur d'Azincourt, le roi de fer. Henri V n'est ni poète, ni rêveur. Mais il hérite d'une culture où la Saint-Valentin est déjà associée à l'amour noble et légitime. Ses lettres à Catherine de Valois, princesse française qu'il épousera en 1420, nous sont parvenues. Elles ne mentionnent pas explicitement la Saint-Valentin, mais elles reprennent le langage courtois codifié né à la cour de Richard II. Humilité feinte, respect absolu, amour soumis au devoir. Henri V écrit comme un roi qui aime sans se laisser aimer trop librement. Chez lui, l'amour n'est pas un jeu littéraire, c'est un acte politique, une alliance dynastique, un engagement irréversible. La culture de la Saint-Valentin est donc là, mais disciplinée, presque austère. Richard II et Henri V incarnent deux moments fondateurs. Richard II transforme la Saint-Valentin en mythe poétique fondateur. Henri V l'inscrit dans la réalité du pouvoir et de la guerre. Dans les deux cas, l'amour n'est jamais léger. Il est social, symbolique, grave. La Saint-Valentin médiévale n'est pas une fête de sentiments. C'est une manière de dire comment aimer sans faire s'effondrer le monde. Après Richard II et Henri V, la Saint-Valentin quitte les trônes pour entrer dans une cellule. Nous ne sommes plus dans les grandes salles du pouvoir anglais, mais dans la lenteur de l'exil, la solitude, l'attente. Voici Charles d'Orléans. Prince français, petit-fils de Charles V, Charles d'Orléans est capturé à la bataille d'Azincourt en 1415, la victoire d'Henri V que nous venons d'évoquer. Il passera 25 ans prisonnier en Angleterre. Et c'est là, dans cet entre-deux étrange, ni tout à fait vaincu, ni vraiment libre, que la Saint-Valentin change de nature. Chez Charles d'Orléans, l'amour n'est plus un principe politique ni un devoir royal. Il devient une voie intérieure, une fidélité mélancolique, une manière de survivre au temps. Chaque 14 février, Charles écrit. Des rondeaux, des ballades, où l'amour est personnifié, où l'espérance lutte contre le désespoir, où le cœur parle à voix basse. La Saint-Valentin comme expérience intime, non plus un rituel de cour, mais une date où l'on écrit pour ne pas se perdre. Au XVe siècle, avec Charles d'Orléans, la Saint-Valentin est devenue intime. Mais elle reste encore réservée à une élite lettrée. Pour changer d'époque, il faut 3 révolutions silencieuses. Vers 1450, Johannes Gutenberg transforme le monde. Les textes circulent, les poèmes sortent des cours princières, les mots d'amour deviennent reproductibles. La Saint-Valentin cesse d'être un art aristocratique. Elle devient un langage accessible. Des recueils de poèmes amoureux circulent. On copie, on imite, on adapte. L'amour commence à avoir une date fixe et cette date peut désormais toucher tout le monde. Au XVIe siècle, la réforme protestante balaie une partie du culte des saints. Résultat paradoxal. La Saint-Valentin religieuse disparaît, la Saint-Valentin culturelle survit. Le 14 février n'est plus une fête liturgique. Il devient une tradition sociale, parfois tolérée, parfois moquée. L'amour se détache du martyre chrétien. Il devient humain, sentimental, parfois frivole. 17e à 18e siècle. L'Europe se transforme, alphabétisation croissante, montée de la bourgeoisie, valorisation du mariage par affection. La Saint-Valentin devient une occasion d'écrire une date pour oser dire un rituel sentimental discret. En Angleterre, on s'échange déjà des billets signés « Your Valentine ».
La tradition n'est plus poétique au sens médiéval, mais relationnel. Tout bascule au XIXe siècle. Avec la révolution industrielle, le développement du courrier postal, la production en série. Aux États-Unis, Esther Howland commence à produire des cartes de Saint-Valentin décorées, vendues en masse. Dentelle, cœur, cupidon, formules toutes faites, l'amour devient consommable, la Saint-Valentin moderne est née. Le Moyen-Âge voyait dans la Saint-Valentin un langage symbolique. Ordre du monde, fidélité, temps long, intériorité. La modernité y a ajouté l'expression personnelle, l'égalité des amants, l'accessibilité, mais aussi la standardisation, la performance sentimentale, la pression sociale. La Saint-Valentin n'est pas née pour célébrer l'amour heureux. Elle est née pour rappeler que l'amour engage, structure, oblige. Nous avons gardé la fête, nous avons oublié l'exigence. La Saint-Valentin n'a pas été inventée par les fleuristes. Elle est née dans les cloîtres, façonnée par les rois, approfondie par les poètes, avant d'être simplifiée par le monde moderne. Et peut-être que, chaque 14 février, nous hésitons encore entre ces deux héritages.